voudriez finalement nous expliquer qu'avoir fait de la politique, aujourd'hui, c'est un handicap. Moi, j'en ai pas honte. Je suis ingénieur de formation. Et après avoir exercé mon métier d'ingénieur, je suis allée me présenter aux électeurs. J'ai eu des mandats, j'ai mené des élections difficiles. J'ai mené des combats politiques difficiles dans ma famille politique, sur des sujets auxquels j'étais profondément attachée. Par exemple, sur la question de l'écologie. Ça me permet aujourd'hui, par exemple, d'avoir une expérience qui m'aurait empêché de dire ce que vous avez déclaré hier à votre meeting, quand vous avez expliqué à des gens qui vous posaient la question de la mendicité, que la mendicité des enfants, vous ne voyez pas trop ce que c'était, mais que vous acceptiez d'être nourri par eux. C'est faux, madame. Monsieur Legendre, moi je peux vous nourrir parce que cette expérience, je l'ai. La pratique politique, c'est d'envoyer des militants espionner les réunions publiques des autres. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Finissez. Ça me permet aujourd'hui, quand je parle de lutte antiterroriste, c'est un sujet qui est extrêmement actuel, de le faire à partir d'une expérience d'élu local qui a été confronté au problème de la salafisation des esprits dans une cité. Mais je voudrais vous dire tout simplement que moi, je ne vous fais pas reproche de votre vie professionnelle. On a le droit de choisir d'être journaliste, puis d'être consultant, puis de multiplier les sociétés dans différents secteurs. On a le droit de choisir. Quelle société, de madame? Vouloir. Vous avez des sociétés, monsieur Legendre? J'en ai qu'une. Oui, une seule, depuis 11 ans. Monsieur Legendre, non mais vous voyez, vous avez un rapport alors, à la vérité qui est toujours la réponse de Gilles Legendre. Attendez, je finis. Je trouve paradoxal en fait qu'aujourd'hui, on veuille faire comme si avoir mis sa vie au service de la collectivité était un handicap. Et je veux dire, je trouve particulièrement paradoxal de la part de Gilles Legendre, qui est sponsorisé, on le sait, on le dit beaucoup dans le milieu, par Richard Ferrand. Bah, vous savez, Richard Ferrand, il a eu le double de vie politique que moi. Est-ce que vous avez bien songé à lui dire que c'était aussi détestable que vous avez l'air de le penser? Alors, la réponse de Gilles Legendre. Moi, je ne suis pas détestable, je ne critique pas votre vie professionnelle. Témoigne Legendre. La difficulté et le rapport très spécial que vous avez avec la vérité. Vous avez essayé de faire croire dans un premier temps qu'il n'y avait pas de candidat En Marche. Ensuite, vous avez essayé de faire croire que vous seriez une sorte de succédané du candidat En Marche. De succédané, c'est insultant ce que vous dites. Vous avez essayé de faire croire que j'avais été nommé ou investi par Richard Ferrand, qui n'a pris aucune part à l'investiture des candidats. C'est vraiment un sujet qui intéresse les électeurs. C'est vous qui l'avez mis sur la table. Alors, il va répondre, Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous m'attaquez sur mon parcours, je vous réponds, mais je pense qu'on pourrait parler du fond. Je dis juste que nous sommes dans une phase où les Français aspirent à un renouvellement. Je n'ai rien contre les politiques. Nous sommes en train de faire un rassemblement qui réunira des hommes et des femmes de droite, de gauche, de centre, des hommes et des femmes qui ont une expérience politique et dont nous avons grandement besoin, et aussi des représentants de la société civile que j'incarne ici. C'est la somme de ces talents. Vous vous rendez compte de la réalité de ce que vous venez de dire? Laissez-le finir, on revient vers vous. Il y a un sujet majeur dans ce à quoi aspirent nos électeurs et nos concitoyens, c'est la question de l'efficacité de l'action publique. Aujourd'hui, le constat général posé par les Français, c'est que nous sortons de 30 ans très largement marqués, pas exclusivement marqués, par l'inefficacité de l'action publique. Ils veulent que nous essayions autre chose. Et cette autre chose, c'est probablement un rassemblement des talents qui n'exclut personne et certainement pas les responsables politiques qui ont exercé une responsabilité et qui portent en partie une responsabilité dans cette inefficacité. Nous avons besoin de tous ces talents, mais pour que justement ce rassemblement s'opère, il faut que des hommes et des femmes ayant des profils semblables aux miens, c'est-à-dire venant de la société civile, puissent trouver leur place. Ce que je crois, c'est que le score que j'ai fait au premier tour dans notre circonscription montre que nos électeurs, les électeurs de notre circonscription, que vous et moi connaissons bien puisque nous les rencontrons quotidiennement, ont été sensibles à cette dimension et ils ont d'ailleurs raison de le faire parce que je leur ressemble. La réponse pour finir ce chapitre. Vous êtes malheureusement caricatural de cette vague qui n'est pas celle de marcheurs mais qui est celle de surfeurs. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, vous ne nous dites rien d'autre que votez pour moi, j'ai l'étiquette En Marche et je suis nouveau. Moi, je trouve qu'avoir mis sa vie, une partie de sa vie au service de la collectivité, ce qui permet d'avoir un bilan. Monsieur Legendre, moi j'ai fait le Grenelle de l'environnement, j'ai essayé d'incarner dans mon parti politique parfois avec certaines difficultés une droite, c'est-à-dire
suis fondamentalement éprise de liberté. Je suis attachée à l'autorité. Je crois que la culture est l'âme de l'identité française. Mais en même temps, et ça c'est un mot très à la mode, mais qui a ici sa part de vérité, une droite progressiste, une droite ouverte, une droite moderne. Vous auriez pu travailler avec Emmanuel Macron, en réalité, c'est ce que vous dites? Je ne m'excuserai pas d'avoir mené cette partie de ma vie au service de la collectivité. Et j'ajoute que je pense que ça me donne aujourd'hui une certaine force pour dire des choses utiles. Par exemple, je le redis, quand je lance à l'Assemblée nationale l'idée et une loi pour le porter, qu'il faut interdire le salafisme, je le dis avec une expérience. Je trouve que ce discours qui consisterait à vouloir disqualifier des élus au nom de ce qu'ils ont fait, je ne vous reproche pas d'avoir mené des sociétés et d'avoir eu une vie à commenter l'actualité comme journaliste. Je ne sais pas pourquoi vous vouliez que je sois à la tête des sociétés, je n'en ai qu'une. Je voudrais simplement que vous respectiez mais je le respecte, madame. Je n'ai pas dit un mot ni contre vos convictions. Vous ne dites que ça. Je dis juste. Vous ne dites que ça, en fait. Et d'ailleurs, vous n'avez que ça à dire parce que vous n'êtes jamais sur les contenus. Il y a un besoin. On va passer sur le contenu tout de suite. On va y aller sur le contenu. D'efficacité et que cette efficacité passe par l'ouverture de la société politique à d'autres formes de talent. C'est tout. Alors concrètement, Gilles Legendre, qu'est-ce que ça veut dire cette efficacité? En quoi est-ce qu'elle serait différente sur les sujets qui sont à l'agenda du président? Et puis dans le fond, chômage. Et en l'occurrence aujourd'hui, dans l'actualité, c'est la moralisation de la vie publique. On viendra sur le chômage juste après. Mais de quelle façon est-ce que vous seriez plus efficace avec Emmanuel Macron et La République En Marche que cela a été dans le passé? Écoutez, moi, ça fait 35 ans que je travaille sur les finances publiques, sur l'entreprise, sur le management, sur le dialogue social. Donc, dans les premiers travaux parlementaires qui vont avoir lieu, notamment sur la modification du droit du travail, j'ai une vraie expertise à apporter. Je ne dis pas que je suis le seul, je ne dis pas que les politiques n'en ont pas non plus, je dis juste que j'ai une expérience de terrain accumulée pendant des années sur ces sujets-là qui me permettent d'avoir une vision extrêmement concrète de ce que c'est, par exemple, la modification du droit du travail, le fait qu'on veuille descendre au niveau de l'entreprise la négociation sociale. Je ne fais que ça depuis des années professionnellement. Donc je sais de quoi je parle quand on aborde ces sujets-là. Mais par exemple sur la moralisation de la loi de la vie publique, donc c'est-à-dire la loi Bayrou qui aujourd'hui a été présentée et qui veut encadrer le comportement des parlementaires et qui veut revenir sur un certain nombre de comportements politiques, ça n'est pas la première loi, même si elle vient corriger des écarts. Mais il y en a eu très très souvent en fait des lois qui viennent. Elle est très bonne cette loi. Elle ne fera pas tout, elle ne réglera pas tout ce qui concerne les pratiques politiques. Je disais tout à l'heure que j'avais promis aux électeurs d'être un député à temps plein. J'abandonne toutes mes fonctions professionnelles, alors que la loi ne m'y oblige pas, puisque je les exerce depuis plus d'1 an. J'abandonne toutes mes fonctions professionnelles et je me consacre à plein temps à ce métier de député. Ce n'est pas la loi qui m'y oblige, c'est la pratique. Et cette pratique-là recueille un très large assentiment auprès de nos électeurs. Nathalie Kosciusko-Morizet. La loi de moralisation, je trouve qu'elle est utile, mais je trouve qu'elle est insuffisante. Elle est insuffisante sur 2 sujets. D'abord sur la démission nécessaire de la fonction publique des parlementaires au bout de quelques années. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, c'est un risque que j'ai pris. Je pense que c'est une mesure d'équité vis-à-vis de ceux qui viennent du privé. Or, aujourd'hui, dans la loi, il n'y a rien là-dessus. Et puis, elle est insuffisante sur la question des activités de conseil. Moi, je souhaite que les activités de conseil soient totalement interdites, parce que je pense que c'est une source possible de conflit d'intérêts. Pas seulement d'avoir démissionné 1 an avant de commencer un mandat de député. Je souhaite qu'elle soit totalement interdite, et je souhaite aussi qu'elle soit réglementée pour les conjoints, parce que c'est trop facile, en fait, d'avoir une activité de conseil à 2 et de repasser le conseil au conjoint, et ça emporte exactement les mêmes risques en termes de conflit d'intérêts. Juste un mot, on revient là-dessus, mais juste un mot. Vous avez été, Nathalie Kosciusko-Morizet, apparemment sur la liste des ministres possibles d'Emmanuel Macron. On a appris ça aujourd'hui? Écoutez, j'ai lu ça dans la presse. Vous nous le confirmez? Ah non, je ne vous confirme rien du tout. Moi, j'en sais rien. C'est leur liste à eux. C'est leur liste. Moi, j'ai voulu, dans cette séquence politique, j'ai voulu être élue sur mon nom, sous mon étiquette. Pourquoi? Parce que c'est un gage d'indépendance. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de paroles fortes, de paroles libres, de paroles indépendantes. Si vous voulez, on va avoir une assemblée monocolore.
on va avoir une assemblée écrasante de majorité. Je crois qu'on a besoin dans cette assemblée-là de quelques paroles libres et indépendantes. Et d'ailleurs, vous posiez la question tout à l'heure, finalement, pourquoi ce score au premier tour? Je crois qu'au premier tour, les Français ont répondu à la question, est-ce que vous voulez donner une majorité à Emmanuel Macron? Et ils ont dit massivement oui. Et d'ailleurs, on les comprend, on a perdu 5 ans avec François Hollande, on n'a pas envie de reperdre 5 ans, il faut que ça bouge. Mais le deuxième tour, c'est une élection complètement différente. Ça, c'est fait. La majorité, c'est fait. Le deuxième tour, c'est est-ce que vous voulez pas un peu de variété? Dans laquelle vous serez un parmi d'autres. C'est très étonnant parce qu'en fait, pendant quelques jours, brièvement, Mme Kosciusko-Morizet aurait souhaité faire partie de cette majorité présidentielle. Il se trouve qu'elle s'y était invitée et qu'on ne l'y a pas accueillie. Alors, mais comment vous pouvez dire quand ça? elle est dedans, c'est d'où la majorité peut être forte. Quand elle n'y est pas, elle est trop forte. Monsieur Legendre, est-ce que vous pouvez étayer votre propos? Comment vous pouvez dire ça? Je le sais, et vous le savez aussi, pas madame. du tout. Laissez-le finir. Et vous vouliez même tellement en être la représentante que vous souhaitiez que finalement, l'investiture qui m'avait été accordée me soit retirée. Mais ce n'est pas grave. Je dis juste qu'il ne peut pas y avoir des conceptions variables sur la majorité qui est trop forte quand on n'y est pas, qui ne pourrait être parfaitement forte si on y est. Par ailleurs, vous vous dites défenseuse de la parole libre. J'ai beaucoup de respect pour vos convictions, et notamment un certain nombre d'entre elles qui concernent votre attitude depuis toujours vis-à-vis du Front National. Donc, je ne conteste pas cette parole libre. Je dis juste que depuis quelques semaines, cette parole libre s'accompagne d'un très grand opportunisme dans vos positions. Vous avez été progressiste, centriste, pendant l'élection primaire. Si j'avais été opportuniste, j'aurais lâché Fillon comme tout le monde et comme certains de vos nouveaux amis. Il se trouve que vous étiez dans la circonscription qu'il venait de vous offrir. L'investiture avait été donnée en janvier. Et après, vous êtes devenu une sorte de macroniste de la 25e heure. Nous avons tous les deux une investiture. Alors pour vous, ce serait une investiture et pour moi, ce serait un cadeau? Mais non, pas du tout. C'est quoi ce mépris? Mais ce n'est pas du mépris. Je dis juste que vous n'avez pas été sur des lignes politiques extrêmement claires depuis quelques mois. Alors, sur le fond, c'est ce que les électeurs ont probablement sanctionné lors de ce premier tour. Sur le fond, dans les différences... Non, mais attendez, je voudrais répondre. Oui, je suis mais attaquée après, de manière très directe. Je voudrais qu'on parle de l'augmentation de la CSG qui fait partie des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Puisque sinon, à vous entendre, c'est plus des questions de forme qui vous différencient. Je dirais de parcours, d'origine, de personnalité. Mais sur le fond... Non, mais attendez, c'est certainement pas que des questions de forme. Moi, je le disais tout à l'heure, je suis une femme de droite. Je crois à la liberté, je crois à l'autorité. Et je le fais en étant progressiste, ouverte, moderne. Mais il y a des choses, du coup, dans le programme d'Emmanuel Macron, qui ne me conviennent pas. Vous voyez, autant je trouve que sur les questions d'éducation, sur les questions de droit du travail, sur la vision européenne, parce que je suis profondément européenne, ça va dans le bon sens. Autant, et c'est la raison pour laquelle je souhaite garder cette parole libre, sur les questions fiscales, ça s'annonce très mal. Et la hausse de la CSG, j'y suis fortement opposée. Vous voyez, dans les mesures que veut prendre Emmanuel Macron, de baisse des charges, il y a de bonnes mesures. Il faut les financer, mais pas par la hausse de la CSG. Et on devrait bien plutôt les financer par la baisse de la dépense publique. Et sur cette partie-là, le programme d'Emmanuel Macron est faible. Mais moi, je ne désespère pas qu'on puisse se convaincre de renoncer à la hausse de la CSG en faisant des propositions de baisse de la dépense publique qui soient solides et fiables. Nous ne renoncerons pas à la hausse de la CSG et nous l'assumons dans la plus grande clarté vis-à-vis de nos électeurs depuis la première heure, puisque c'est une mesure qui avait même été annoncée avant que le programme économique soit totalement finalisé. Pourquoi nous augmentons modérément cette CSG? C'est pour financer une baisse massive des charges sur les entreprises et sur les salariés, pour relancer la consommation, relancer l'investissement et relancer l'emploi. Le problème, monsieur Legendre, c'est que ça ne touche pas les mêmes. Je termine si vous voulez bien. La hausse de la CSG est modeste, il n'y en aura pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres augmentations. Je voudrais juste dire à quel point ça illustre une philosophie du pouvoir. Nous l'avons dit, nous l'assumons, avec la part d'impopularité que ça peut revêtir, nous n'avons pas fait un programme à dimension variable, où dans le programme présidentiel de LR et de François Fillon, on annonçait une hausse de la TVA, qui était largement aussi impopulaire que ne le serait la hausse de la CSG. Moins toxique parce qu'elle porte sur les produits d'importation, monsieur Legendre. En catimini pendant une nuit vous pouvez pas dire sur un coin de table pour affronter les législatives en enlevant la seule mesure impopulaire du programme. Je veux bien faire l'exégèse des programmes passés. Savoir gouverner, c'est savoir assumer des mesures
courageuses, qui ont un sens économique et qui ont été annoncées dès le début et qui seront appliquées comme ça a été annoncé. Moi, je veux bien faire l'exégèse des programmes passés. Personnellement, dans la primaire de droite, parce que j'ai pris ce risque-là aussi, dans la primaire de droite, j'ai défendu l'idée qu'il fallait entièrement rénover notre fiscalité. Et j'ai défendu l'idée de la flat tax. Vous voyez, moi, je suis pour des réformes très profondes en matière de fiscalité. Ce que je ne veux pas, c'est qu'elles aillent peser sur les uns au détriment des autres. Et c'est ça que vous préparez avec la CSG. Parce que quand vous dites, on le fait pour baisser les charges, c'est vrai, mais ce n'est pas les mêmes qui bénéficient de la baisse des charges et de la hausse de la CSG que vous dites avec beaucoup de légèreté être pas grand-chose. Et bien, vous savez, les Français, quand ils vont la voir arriver sur leur feuille, ils ne vont pas trouver que c'est pas... Les retraités, les indépendants, tous ceux qui, en fait, ne bénéficieront pas de la baisse des charges, mais vont prendre la hausse de la CSG. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Dans la pratique politique que nous aspirons à instaurer, il n'y a pas de place à la démagogie fiscale. Nous sommes dans une situation économique. Ne pas faire de place à la démagogie fiscale, ça veut dire écraser de nouveaux impôts? Non, ça veut dire que surfer sur une mesure fiscale... Il suffit de dire j'assume pour pouvoir justifier... Alors, je vous interromps pour vous demander... pour la restauration de l'augmentation de la TVA que vous souteniez avec M. Fillon et qui n'est plus dans votre programme aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. Alors, je vous arrête. Ça n'a absolument rien à voir, l'augmentation de la TVA et la CSG. La situation a changé en un mois, ça n'a absolument rien à voir, l'augmentation. Je pense qu'il vaut mieux augmenter la TVA que la CSG. Voilà, je vous remercie. Je pense surtout qu'il vaut mieux faire des réformes que vous ne ferez pas. J'ai une dernière question. Nous prévoyons parce que vous n'en annoncez baisse des dépenses publiques. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question parce que vous ne connaissez pas votre propre programme. Henri Guénaud, qui était aussi un candidat dans votre arrondissement, dans votre circonscription, a dit l'électorat qui a voté dans cette circonscription est à ses yeux à vomir. Il a fustigé les bobos d'un côté et de l'autre la bourgeoisie traditionnelle de droite. Réaction? Henri Guénaud est l'idiot utile de Gilles Legendre, comme tous les dissidents de droite. Ils servent à faire perdre ces gens-là, prendre des voix au premier tour, à baisser le score. Et on voit le naufrage que ça donne sur les plateaux télé. Enfin, insulter les électeurs par déception, par rage, qu'est-ce que vous voulez? Ça ressemble à rien. Et les insulter en plus en ces termes choisis. Ces propos sont absolument abominables, condamnables, hors de propos. Madame Kosciusko-Morizet voudrait essayer d'établir une sorte de complicité objective entre M. Guénaud et moi. Elle est objective. Bien sûr. Vous êtes tellement déçu que les deux candidats de droite ne se soient pas ralliés à vous? Merci beaucoup. Je n'ai rien demandé.